Une défiance sur les médias, après on verra les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut faire confiance? La fiabilité de l'information, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je suis inquiète et je suis paumée. L'objectivité des informations qu'on va recevoir, parce que c'est un peu les médias aussi qui, entre guillemets, dictent les informations. À qui on peut faire confiance? Comment est-ce qu'on se fait sa propre opinion, sachant que moi j'ai l'impression que c'est souvent l'opinion des journalistes qui m'est donnée plutôt que le fait. Donc moi je disais que je m'éloignais beaucoup de l'actualité parce que je n'arrivais pas à faire confiance à ce que j'entendais. L'importance du poids de la politique et du poids du gouvernement, par exemple, sur les médias et comment ça va influencer sur la neutralité des journalistes et du coup sur la qualité de l'information. Enfin, on va vouloir partager l'information qui va faire du clic, qui va faire des vues, qui va après ramener du coup plus de visiteurs. Et du coup, à la fin, on va arriver à avoir des informations qui vont faire du clic, mais pas forcément super intéressantes ou super utiles. La question de la fiabilité des médias, c'est vrai que c'est une question compliquée pour les lecteurs, les auditeurs, etc. C'est quelque chose qui n'a jamais été complètement facile, mais qui sait beaucoup d'avoir confiance dans les médias que l'on fréquente. Mais la question, c'est évidemment beaucoup compliqué depuis, disons, les 20 dernières années, 15 dernières années, avec une multiplication des sources assez incroyable. Et en fait, le fait que chacun peut, pour ainsi dire, créer son propre média. D'ailleurs, c'est une phrase mémorable d'Elon Musk récemment en disant, après la victoire de Trump, vous êtes le média. Ce qui est une sorte de contradiction dans les termes, parce que précisément, le média, c'est celui qui est censé faire une médiation, qui est censé transmettre des choses, qui est censé être entre ceux qui savent et ceux qui ont envie de savoir, etc. Donc, considérer que chacun est capable de produire son média est une idée qui demande beaucoup de discernement, on va dire. Et c'est une litote. Aujourd'hui, être consommateur d'informations demande presque une sorte de formation. Je pense que chacun doit faire beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention en tout cas, pour essayer de déjouer un certain nombre de risques et de pièges. Dans les questions qui nous avaient été adressées, il y en avait une qui disait: est-ce que les médias écrits sont plus fiables? Moi, je ne serais pas affirmatif là-dessus. Il y a des médias audiovisuels qui sont extrêmement sérieux, ne serait-ce que par exemple France Culture ou Arte, dans le domaine de la radio et de la télévision. Même du côté des youtubeurs, il y a des gens qui bossent sérieusement. Je veux dire, le programme Hugo Décrypte, je crois, enfin moi j'en ai écouté quelques-uns, me paraît être vraiment assez sérieux. Et dans le monde avant Internet, on n'accède pas à l'information autrement que par les médias. Et donc, on met beaucoup de confiance parce que c'est par les journaux qu'on s'informe et on a le sentiment d'être informé. Et l'Internet, qui est beaucoup plus profond que les réseaux sociaux, qui est très récent, il change totalement ce paradigme parce qu'il vous donne accès à l'information brute. Et donc, brutalement, on a du mal, moi je trouve, à recaler notre vision du journalisme. Parce que je prends le meilleur des journalistes, on lui dit, il a une page dans le journal La Croix, il a 3 minutes de radio, ou il a 3 minutes dans un JT, et on lui dit parler de la réforme des retraites. Le journaliste, il choisit sur quoi il veut vous informer. Et il fait un travail de simplification, parce que la réforme des retraites, c'est un projet de loi incompréhensible. Et donc, quand on est habitué à recevoir cette information avant l'Internet, on dit « Ah oui, j'ai compris ce qu'il m'a dit ». Et quand on est après l'Internet, on dit « Ah mais tiens, je vais aller regarder », puis on va chercher l'information brute soi-même. Et là, en général, on dit « C'était plus complexe que ce qu'on m'a dit ». Et donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une partie du paradoxe qui est que, comme on a bien plus d'informations qu'avant, on pose un regard nouveau sur le journalisme. Et on découvre, entre guillemets, que l'une des fonctions nombreuses du journaliste était certes de rendre compte d'informations, mais aussi de la simplifier. Pensez à la réforme des retraites, vous avez une pleine page, vous allez forcément essayer de clarifier un aspect de la réforme des retraites. C'est dès qu'on lit un article sur un sujet qu'on connaît, il y a des erreurs. Oui, c'est vrai, il y a des erreurs. Le rôle du journaliste, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être entre ceux qui savent et ceux qui ont envie de savoir. C'est un médiateur, justement. C'est quand même ce qu'on attend d'abord de nous, c'est d'être informé rapidement et clairement.
Et ensuite, il faut être le plus fiable possible. C'est vrai que maintenant, ceux qui sont du côté des consommateurs, ils peuvent aller beaucoup plus facilement qu'autrefois vérifier ce que leur disent les journalistes. Et ça peut être cuisant, il n'y a pas de doute. Mais en même temps, c'est assez réjouissant aussi. C'est vrai que Internet, c'est une source d'information absolument fascinante, enivrante, mais au bon sens du terme. Enfin, je veux dire, quand on travaille sur un sujet qu'on prépare, y compris pour nous journalistes, je veux dire, quand on doit travailler sur un sujet, c'est absolument incroyable l'accès qu'on a à l'information qu'on n'avait pas il y a 20 ans, quoi. Le métier de journaliste s'exerce dans un univers qui a profondément changé du fait du développement d'Internet. Oui. Si on allait vers des formes de labellisation, comme ça a été suggéré par les États généraux de l'information qui se sont terminés récemment, ce serait certainement une bonne chose. Qu'il y a des appellations d'origine contrôlée pour les vins, et bien, je pense que des formes de labellisation pour les médias seraient utiles. Alors, sur quoi pourrait porter cette labellisation? Mais par exemple, sur la présence d'une rédaction. C'est-à-dire qu'un journal, par exemple La Croix, il y a une centaine de journalistes. Ils ne sont pas tout seuls dans leur coin, juste à se faire une opinion. Ils enquêtent, ils se documentent, ils creusent, etc. Et moi, je disais toujours, quand j'étais à la tête du journal, c'est le fait de pouvoir continuer à financer une équipe de cette taille-là, parce que la qualité du journal est profondément dépendante de la taille de sa rédaction. Est-ce qu'ils se confrontent dans la rédaction? C'est sûr que le fait de travailler ensemble, ça crée une forme de discipline et d'autorégulation. Beaucoup de réunions, beaucoup d'échanges, on échange des idées, on échange dire, bah, tiens, tel sujet, moi, ça me paraît intéressant, important pour telle raison, ça vaudrait le coup de se mettre sur ce sujet-là. Ça veut dire aussi qu'il y a un encadrement, qu'il y a des chefs de service, qu'il y a des rédacteurs en chef, etc., qui sont un article de La Croix, il a quand même 5 relecteurs avant parution. Donc, le fait d'être un collectif, je veux dire, ça crée une intelligence collective, quoi. Qui déciderait de ces labellisations? C'est vrai que c'est une question délicate. Bon, on peut imaginer qu'il y ait un comité interprofessionnels ou professionnels qui travaillent sur cet aspect des choses. Mais il y a des choses qui sont quand même assez objectives. Un des points soulevés lors des États généraux de l'information, c'est de savoir la consultation des équipes de rédaction lors de la nomination du directeur ou des choses comme ça. Il y a un certain nombre de critères qui sont des critères factuels. J'évite toujours d'employer le mot objectif, hein, qui est un mot très piégeux dans notre métier. Moi, je dirais plutôt qu'il y a le factuel et il y a l'honnêteté. Il y a une initiative là, qui a été lancée maintenant il y a 2 ans par Reporters sans frontières, qui s'appelle l'Initiative pour la confiance dans le journalisme. En fait, ils ont documenté le fait qu'on pouvait quand même résumer de manière assez précise le professionnalisme du journalisme dans une norme. Et donc, ils ont pris un outil international de normalisation, des normes, ce qu'on appelle les normes ISO, et dans lequel ils ont essayé de résumer en disant, mais qu'est-ce qui fait la qualité d'un journal, du professionnalisme du journalisme? Ça peut se mettre sous une forme de règles. Ces règles, elles peuvent être auditées. Et donc, on peut imaginer un mécanisme où il n'y a pas un petit groupe de gens qui diraient je labellise un tel et je labellise pas un tel. Beaucoup de grands médias français ont adhéré, commencent à mettre en œuvre. Donc, ça demande effectivement de documenter, de dire en quoi est-ce qu'on a un contrôle de qualité, un mécanisme de relecture des articles, où sont les règles d'éthique, est-ce qu'il y a les organes de gouvernance pour les faire vivre, et ça paraît assez intéressant parce qu'on sent bien toute la difficulté de dire labelliser, mais qui octroie le label? Et donc d'avoir une démarche très méthodique. J'entends ce que vous dites sur les labellisations, tout ça, mais est-ce que ça nous protégerait On voit des chaînes là, qui sont complètement déconnantes à outrance et ça continue à tourner et il n'y a pas de message et il y a des personnes qui sont, je pense, happées par ce genre de chaîne et c'est dangereux, quoi. Donc voilà, derrière tout ça, je me dis, c'est quoi ce besoin de formation et quelle forme ça pourrait prendre et à qui ça s'adresse, en fait. On a de plus en plus accès alors, je ne sais pas si on dit de l'information, enfin en tous les cas à des données. Et donc du coup, il y a une absolue nécessité, à mon sens, de pouvoir ordonner, classer. Ça devrait être appris très 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 tôt dans les écoles. Et la question de l'éducation aux médias est effectivement un sujet. Alors c'est un peu comme l'éducation artistique à l'école, ça fait partie des sujets dont on parle depuis toujours et qui avancent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas beaucoup de volonté non plus d'ailleurs.
Je pense que pour ce qui est des adultes, je pense que c'est un peu de l'auto-formation, hein. Je veux dire, je pense que c'est par sa propre attention, son aptitude à comparer différentes sources d'informations qui permettent d'évaluer. Enfin, je veux dire, il y a aussi des choses qui s'écrivent sur la critique des médias qui méritent d'être lues ou consultées si nécessaire. Je suis en train d'écouter la série de podcasts de Philippe Collin sur l'affaire Dreyfus, là, qui vient d'être mise en ligne par France Inter. Quand on voit les médias de l'époque, ben, je veux dire, il y avait CNews, hein, je veux dire, si on veut parler simplement. C'était épouvantable. Il y avait des médias épouvantables et il y avait des lecteurs de ces médias qui étaient, comment dire, eux-mêmes intoxiqués, fascinés par l'agressivité, la violence qui s'exprimait dans ces médias-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les algorithmes, avec les bulles comment dire, les bulles cognitives qui se créent dans l'univers numérique, il y a sans doute encore davantage un enfermement dans ce type de sources qu'il y a 150 ans. Mais je veux dire, il ne faut pas croire que c'était tellement mieux avant. Voilà. La désinformation, de l'information très très orientée, c'est ce que vient de dire Guillaume, ça a toujours existé. Et je pense que tout le but de la partie humanité de notre éducation, c'est de créer du sens critique. Et donc, c'est à la fois le cours d'éducation civique, mais c'est le cours d'histoire géo, c'est le cours de philo, c'est le cours de français. On nous a appris de dire une photo peut être retouchée. Et on était en argentique à l'époque. Après, on a appris qu'une photo pouvait être photoshopée. Et maintenant, on va découvrir qu'on peut faire un deepfake. Ça n'est toujours que des nouvelles formes. Visiblement, la haine dans nos sociétés, c'est un problème de nos sociétés. Et en fait, ça prend des nouvelles formes. Et c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'on ne sait pas comment réagir à ces nouvelles formes sur des sujets assez anciens. Maintenant, au journal télévisé, il y a toujours un QR code pour aller voir les sources. Donc, cette notion de source, et ça n'existait pas il y a 4 ans, 5 ans, 6 ans. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça. Et enfin, je trouve que ça fait écho un peu à ce que vous dites. C'est-à-dire, si on veut aller voir les sources, eh ben, appuyons sur le QR code. Moi, mon sentiment, c'est que les journalistes sont en train de se réinventer et effectivement basculer d'un paradigme où ils intermédiaient l'information à un paradigme où ils disent j'accompagne et je donne un guide de lecture et je suis conscient que la personne qui veut cette information est aussi capable de continuer à s'informer derrière et de plus en plus, il me donne les clés pour approfondir. Quand je prends un journal numérique, j'apprécie quand il y a dans l'article, il y a l'article du journaliste qui va me donner la clé de lecture et il y a les liens où je vais pouvoir cliquer pour aller accéder à la source dont il me rend compte pour approfondir moi-même. Et je trouve que c'est ça qu'on est en train de voir et qu'on est en train de basculer et du coup, on a un rapport différent au journaliste et le journaliste se réinvente lui-même. J'utilise beaucoup enfin, on va dire, je clique beaucoup sur les liens hypertextes qui figurent dans les articles et je suis toujours très content quand on dit dans un communiqué de un tel et que je peux, si je veux, aller lire le communiqué en question. C'est vraiment un progrès technique qui est extrêmement positif. Mais c'est vrai, on le répète, c'est que ça oblige le journaliste à être encore beaucoup plus attentif à l'exactitude des mots qu'il emploie lui-même, parce qu'il donne lui-même au lecteur la possibilité de vérifier la fiabilité, enfin, des éléments, pas la totalité, mais des éléments de fiabilité. Je trouve, moi, très encourageant maintenant qu'il me semble qu'on est déjà passé dans une autre ère par rapport aux réseaux sociaux, notamment de la part des jeunes. Il y avait effectivement de quoi énormément s'inquiéter sur les diffusions d'informations complètement dingues. J'ai l'impression qu'ils en sont absolument conscients maintenant. Effectivement, il y a toujours eu des presses d'opinion plus ou moins épouvantables. Moi, ce que je trouve un petit peu inquiétant là dans ces dernières années, c'est que des journaux qui étaient censés être à peu près équilibrés se sont soit radicalisés, soit d'un point de vue purement marketing, se segmentent sur certains types de lecteurs. Et là, c'est plutôt des journaux, qui donnent à leurs lecteurs ce qu'ils ont envie de lire. Un des problèmes qu'on a actuellement avec l'information, c'est la multiplication des vérités, c'est-à-dire la juxtaposition des vérités. Et ça, c'est véritablement un problème. Et là, je pense que ma profession ne joue pas tout à fait bien son rôle.
C'est-à-dire qu'on a tendance à dire que si on donne toutes les versions en présence, on fait bien son travail. C'est pas si simple que ça quand même, parce qu'il y a quand même des faits. Je veux dire, 2 plus 2, ça fait 4. Si on ne peut pas faire un article où on dit traditionnellement, on considère que 2 et 2, ça fait 4, mais il y a monsieur un tel qui dit que 2 et 2, ça fait 5. Je veux dire, c'est pas sérieux. Et je pense que les journalistes ont un petit peu lâché cet enjeu de s'approcher de la vérité. Je dis s'approcher parce qu'on n'est jamais sûr d'y être et qu'il peut y avoir comment dire, une partie des faits qui ne sont pas complètement, à un moment donné, complètement maîtrisables. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup les papiers qui reviennent en arrière quelques semaines ou quelques mois après, parce que souvent, les acteurs en disent plus qu'ils n'auraient dit sur le moment, etc. Et on apprend des tas de choses. Les journalistes doivent avoir conscience dans le fait que leur job, c'est d'aller s'approcher de la vérité, pas seulement de mettre à la disposition du public toutes les vérités en présence. On a de plus en plus d'éditorialistes. Aujourd'hui, tout le monde est éditorialiste. C'est étonnant, mais dans tous les médias, il y a des éditorialistes. Mais l'important, c'est de savoir qui le dit, d'où il le dit, pourquoi il le dit. Demander à avoir une profession réglementée. Il y en a d'autres. Être journaliste, peut-être que voilà, il y a des avocats, des médecins, des assistants sociaux. Enfin voilà, il y a des professions réglementées. Pourquoi pas imaginer ça? Le fait que des gens fassent un média tout seul dans leur coin, ça peut être un média d'opinion. Et d'ailleurs, les médias d'opinion, c'est pas un problème en tout. La question, c'est que l'opinion soit clairement énoncée et que d'autre part, les faits soient respectés. Comme dit la formule, vous avez droit à votre opinion, mais vous n'avez pas droit à vos propres faits. Donc, la question d'une bonne séparation entre les faits et les commentaires, par exemple, c'est véritablement une des choses à laquelle tous les lecteurs, auditeurs, téléspectateurs doivent être attentifs, c'est-à-dire il y a les faits d'un côté, il y a l'opinion qu'on peut en avoir ensuite, mais c'est 2 étapes différentes. Et quand vous lisez les articles, il faut voir s'il y a plusieurs sources qui sont citées, si les différentes parties prenantes, on peut connaître le parti des différentes parties prenantes, etc. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que c'est fiable ou pas dans la mesure où c'est les groupes importants qui ont ces chaînes-là. Donc en fait, ils peuvent un petit peu donner l'orientation qu'ils veulent à certaines informations. Et si la nationalisation de toutes les chaînes avait lieu, est-ce quels seraient les impacts positifs ou négatifs? Parce que je pense que le privé a des intérêts justement à avoir ces chaînes qui me posent question et sur la neutralité, sur la gestion de l'opinion publique. Est-ce qu'on peut faire confiance? On assiste à la constitution actuellement de sortes de conglomérats qui justement associent de la télévision, de la presse et de la radio. Le fait qu'aujourd'hui, la plupart des grands médias hors service public appartiennent à des milliardaires, c'est un problème. Clairement, c'est un problème, d'autant plus qu'on voit bien que c'est quand même souvent corrélé à des engagements éditoriaux. Il y a aussi des degrés chez les milliardaires, des degrés d'implication dans leur team, mais je pense que M. Niel, au monde, n'est pas aussi, comment dire, nuisible que M. Bolloré. Mais je pense que cette forme de propriété contribue beaucoup à, par exemple, un discours économique, des options de libéral et croissance il n'y a pas un regard critique sur ces questions-là dans ces quotidiens. Donc, en termes d'information économique, ça a quand même un impact important. Il est bon qu'il existe un service public important, un service public audiovisuel important, mais ce n'est pas la panacée non plus. Moi, j'ai connu une télévision publique qui était complètement aux ordres du gouvernement. Ce n'est pas très bon non plus. Et certes, il y a eu beaucoup de progrès faits au fil du temps, depuis Jacques Chaban-Delmas jusqu'à aujourd'hui, pour que l'audiovisuel public soit davantage indépendant du pouvoir politique. Mais on voit bien avec ce qui se passe dans un certain nombre de pays actuellement, et ce n'est pas des choses c'est pas des acquis irréversibles. Et il pourrait très très bien y avoir des retours en arrière. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, le secteur privé est trop puissant, mais je ne pense pas non plus que la nationalisation soit la meilleure des solutions. Je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait davantage de médias qui soient financés par leurs lecteurs. L'archi-exemple de ça, c'est Mediapart. Mais il y en a d'autres, des médias qui la Croix, pour une bonne part, en est un exemple,
de médias qui sont financés essentiellement par leurs lecteurs, par leurs achats, leurs abonnements ou éventuellement par une participation au capital. Comment ils vivent ces médias? Quel est leur modèle économique? Parce que là, dans la discussion, on a opposé en disant médias privés, médias publics nationalisés. Mais aujourd'hui, les médias publics, leur modèle économique, c'est qu'ils sont financés par l'État avec des impôts quasiment exclusivement. Ils ont un petit peu de revenus publicitaires, mais ça ne pèse pas grand-chose. Les médias privés, ils doivent trouver leur modèle économique. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas un modèle qui est meilleur qu'un autre. Surtout qu'à la fin, ce qui fait l'oxygène des démocraties, c'est la confiance. La confiance dans l'information, dans la manière dont on s'informe, notamment sur les prises de décision et processus politiques, qui est au cœur du jeu démocratique. Et je crois que toute solution où on concentre sur un modèle ne peut pas donner la confiance. Et je crois que le maître mot sur le sujet, c'est pluralisme. C'est d'être sûr qu'il y a toujours un regard qui est porté par un journaliste. Il y a les faits et le sens qu'on leur donne. Et évidemment, il y a une manifestation, il y a un gendarme qui frappe un manifestant, on peut rendre compte du fait et lui donner un sens totalement différent, suivant qu'on est journaliste à l'Humanité, à Mediapart, au Figaro, ou à France Télévisions ou sur France Inter. Du coup, si on croit à ça, il faut des médias publics, il faut des médias privés. Les médias publics, il faut les financer. Donc ça, c'est des décisions du gouvernement et il faut réfléchir comment on garantit leur indépendance. Les médias privés, et moi je trouve que là par contre il y a un vrai sujet d'inquiétude parce que leur modèle économique devient de plus en plus compliqué. Chaque révolution informationnelle fragilise le modèle précédent. Et aujourd'hui, on a l'Internet qui est arrivé et qui a attaqué le cœur du modèle économique, qui était de dire on est prêt à payer pour s'informer. Donc là, on voit bien qu'avec l'Internet, les nouveaux maîtres du monde, entre guillemets, c'est ces grandes plateformes. Et il y a une vraie question de fragilité des modèles économiques de tous les médias sans exception, sauf ceux publics qui sont financés par les impôts. Et c'est au cœur des états généraux de l'information. Et il va falloir s'en occuper parce qu'on a du mal à imaginer, voilà, pour le coup, si on n'avait que les réseaux sociaux, mais c'est pareil, on n'aura pas le pluralisme. Toutes les entreprises ont toujours eu des actionnaires et ce n'est pas le mal absolu. Mais quand les entreprises ne gagnent plus d'argent et font des pertes répétées tous les ans, et qu'elles ne tiennent que parce que leur actionnaire les rend flous, alors ça pose une question embêtante de savoir pourquoi l'actionnaire les rend flous. C'est pour ça que c'est très important d'arriver à retrouver des modèles économiques de médias. Quand les médias gagnent de l'argent, leur actionnaire n'interfère pas. Enfin, est-ce que ça omet pas toutes les inégalités culturelles, numériques, polarisation de l'opinion publique, elle existe. Enfin, on la ressent partout. Par exemple, à la télé, il y a Quotidien et TPMP qui font deux grosses audiences. C'est un sujet, moi, qui me préoccupe beaucoup parce que je pense qu'il y a encore aujourd'hui un journalisme de grande qualité qui existe dans les sociétés occidentales, pour faire simple, mais qui est un peu un produit de luxe. Et je lisais, en préparant notre réunion, un texte d'un universitaire qui travaille sur ces sujets et qui disait « Il y a un risque réel de voir le journalisme s'isoler à la manière de la musique classique ou de l'art contemporain ». Et je pense qu'effectivement, c'est un des gros enjeux pour notre profession d'arriver à, pour ceux qui font ce métier de manière scrupuleuse, de ne pas non plus s'enfermer dans une forme comment dire, d'élitisme et d'essayer de continuer à s'adresser au plus grand nombre. Et je pense que c'est un défi qui est particulièrement difficile à relever parce que les médias, c'est des produits assez coûteux à fabriquer. Aujourd'hui, les recettes publicitaires ont été captées par les grandes plateformes. Et maintenant, d'une certaine façon, les grandes plateformes sont en train de capter aussi nos lecteurs, spectateurs et auditeurs. Je reviens à la phrase d'Elon Musk sur « vous êtes le média », c'est-à-dire « vous êtes chez moi » en fait. Voilà, donc je pense que là, c'est un des plus gros défis qui est à relever dans les temps qui viennent. Il y a un triangle dorénavant. Il y a une pointe du triangle. Ce sont les médias éditorialisés qui existent toujours, qui jouent un rôle stratégique parce qu'ils créent de la vision commune partagée. Et ils créent de la cohésion dans la manière dont on comprend la réalité. Et puis sont apparus de l'autre côté ces grandes plateformes, ces réseaux sociaux, et qui, eux, ils n'ont pas de journalistes, ils n'ont pas de rédacteur en chef,
ils ne produisent pas le contenu, ils n'écrivent pas le contenu. Mais pourtant, ils jouent un rôle très actif aussi parce qu'ils hiérarchisent l'information et notamment, ils l'individualisent. Tu vois ton Facebook, je vois mon Facebook et il est différent du tien parce que ça a été individualisé en fonction de l'information qu'ils ont sur nous. Et en bas du triangle, il y a le citoyen. Parce que je vais reprendre la phrase d'Elon Musk, quand il dit « vous êtes le média », c'est vrai aussi. C'est-à-dire qu'on produit de l'information. On écrit sur les réseaux sociaux. On ne pouvait pas dans le monde d'avant. Et nous-mêmes, en tant qu'on s'informe, on voit les comportements des Français sont en train de changer. On n'arrive pas bien encore à le comprendre, c'est un sujet de recherche. Mais on s'informe en écoutant, en lisant les médias traditionnels ou en regardant la télévision. Mais on s'informe aussi sur les réseaux sociaux et on donne de la valeur à ce qu'on lit. Et si c'est son voisin qui dit sur quelque chose sur les réseaux sociaux, ça fait partie de la manière dont on s'informe. Et donc, effectivement, une partie de la solution, quand on se dit, mais comment on veut résoudre tous les problèmes que vous avez décrits dans les questions que vous nous avez données, moi, j'ai l'impression qu'il faut travailler sur les 3 pointes. Il nous faut des médias qui soient éditorialisés, toujours de bonne qualité, et on a un gros souci d'indépendance très lié au modèle économique. Il faut des plateformes qui soient un peu moins sauvages. De temps en temps, on a quand même l'impression que, enfin, la peur de tout le monde, c'est que nos démocraties soient un dommage collatéral des milliards d'euros qu'ils font. Mais il faut aussi construire la pointe du bas, qui est plus de l'éducation aux médias d'information. Il y en a toujours, mais il faut quelque chose de plus. Il faut faire des citoyens numériques. Et ces mots de citoyenneté numérique, en tout cas, nous, on les voit apparaître dans toutes les démocraties, avec une prise de conscience de dire on est rentré avec l'Internet dans un monde où on joue un rôle. Et c'est en ça qu'Elon Musk Dieu sait qu'on peut avoir toutes les réserves, mais quand il dit vous êtes les médias aussi, il y a aussi quelque chose de réel. Et il y a une partie de la solution au problème que vous décrivez dans vos questions, elle sera en chacun de nous d'y apporter une réponse. Ce qui me pose problème avec ce que dit Elon Musk, c'est qu'il dit ça par opposition aux médias. Dans le schéma que tu décris, Benoît, il y a une coexistence de différents acteurs qui est complètement nouvelle et qui est complètement à explorer, et à expérimenter et à vivre, dans lequel il y a d'ores et déjà du bon et il pourrait y en avoir bien davantage. Mais comment dire, il y a une complémentarité entre différents acteurs. Or, ce que Elon Musk affirme, c'est de dire vous n'avez plus besoin des médias. Et ça, évidemment, moi, je trouve que c'est déplorable. Comment on se protège, comment on protège nos enfants, comment on les informe. On est dans des réseaux, on est nous-mêmes, on croit qu'on a la maîtrise, mais peut-être que nous-mêmes, on est victime des algorithmes du réseau et tout ça. Donc, ça devient un truc de fou, en fait. Et moi, je trouve ça un peu flippant. Et en fait, on a une quantité d'informations qui nous tournent dessus, mais c'est du tout le temps. Et en fait, à la fin, on ne sait même plus quelles infos sont importantes ou pas. Enfin, à partir de quoi on peut dire que, ok, là, c'est important. Par exemple, à Gaza, tous les 2 jours, on voit des images de bombardements, d'immeubles qui tombent. Au bout de la 30e fois que tu vois la même image, enfin, le même type d'image, tu ne sais même plus si c'est vraiment important comme information et comment essayer des fois d'y voir plus clair. Comment accompagner nos enfants dans l'utilisation des réseaux sociaux moi, je pense que les gens de ma génération, même au-dessus, ne savent pas ou utilisent peu ou pas. Et on sait qu'eux vont forcément y être confrontés. Et comment les accompagner, comment les éduquer. C'est une génération où on consomme énormément. Et avec l'information et les réseaux sociaux, c'est la même chose. C'est facile de manipuler les jeunes, je trouve, aujourd'hui. Comment on guide les jeunes? Je vais la mettre en perspective, c'est pas du tout pour dire qu'il n'y a pas un vrai problème. Entre guillemets, c'est le charme d'être parent. On est toujours confronté à un monde où on a un décalage de génération et on n'a pas le même rapport à la technologie. Après, le sujet est réel. Comment on fait? Ils sont sur des plateformes qu'on n'utilise pas. Donc là, il y a un vrai enjeu. On tâtonne, hein, et on sent qu'il y a un malaise dans nos sociétés. Moi, je date toujours ça de 2017. 2017 parce que c'est le moment où on a vu apparaître des explosions de haine en ligne. C'est le moment aussi où on a vu apparaître des nouvelles formes de harcèlement. Et ça a été aussi le moment où on a eu des grandes campagnes de désinformation. Les Russes ont tenté de faire une opération de désinformation. Et on a buté à un moment sur le fait en disant mais on ne comprend rien, on perd confiance et surtout, on se sent désarmé. Et le progrès qu'on a fait, c'est qu'on a maintenant réalisé qu'il y a 2 sujets différents et qu'il faut les séparer. Il y a un sujet qui est le premier que j'ai mentionné, qui est de dire
on retrouve les problèmes traditionnels de nos sociétés, comment on éduque nos enfants, comment on fait face à la conflictualité dans nos sociétés, et ça prend des nouvelles formes dans l'espace numérique, et il faut qu'on trouve des solutions. Et il y a un deuxième problème qui a été identifié, c'est de dire, on ne sait pas où sont ces grands acteurs. On sait pas, et on est tétanisé par est-ce que Elon Musk, est-ce que les dirigeants de Google, ils font partie du problème ou ils font partie de la solution. Et on commence maintenant à mieux séparer les deux sujets. Le premier, c'est un sujet vraiment collectif, et il faut qu'on ait des sociologues qui travaillent, qui ont toujours été nécessaires pour étudier, pour nous dire dans quel monde nos enfants sont en train de grandir. Et ça aide petit à petit les parents à savoir comment on réagit. Et le deuxième, qui est de dire, mais comment on fait pour être sûr qu'elles font partie de la solution et pas partie du problème. Alors ça, c'est ce qu'on est en train de construire au niveau européen, parce qu'en fait, on a tous le même problème. Il y a une loi qui a été votée au niveau européen, qui s'appelle le Règlement sur les services numériques, et qui braque un projecteur sur ces entreprises, et qui leur dit, dites ce que vous faites, faites ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on les laisse très libres, c'est la liberté entrepreneuriale, mais on exige d'elles de savoir qu'est-ce qu'elles font. Et du coup, ça permet de discuter avec elles. Qu'est-ce que fait Snapchat pour protéger les mineurs, parce qu'il y a une majorité de mineurs sur Snapchat, contre tous les dangers d'addiction, d'être mis en relation avec des adultes qui ne leur veulent pas que du bien. Et on force ces entreprises à revenir en disant « Qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous comment vous faites partie de la solution. » L'algorithme, je ne sais pas d'où ça vient, et d'un coup, j'ai quelqu'un qui pense comme moi. On a un compte X Twitter, on dit tiens, j'ai envie de suivre telle et telle personne, on suit 200 personnes. À la fin de la journée, en fait, on reçoit 500 tweets. Et on lira que les 100 premiers en général. Quels sont les 100 qui sont mis en avant? C'est un logiciel, c'est la plateforme qui a choisi avec ses algorithmes qui, en fonction de ce qu'elle sait de l'usage qu'on a, de qui on a suivi, elle va choisir. Alors c'est vraiment le cœur des réseaux sociaux, et ça touche à plusieurs niveaux. Ça touche à la sociabilité, ce qui est assez important. Vous créez un compte et sur un Facebook, sur Instagram, il va vous dire mais des gens comme vous suivent un tel. Donc si on ne comprend pas l'effet de l'algorithme, on voit bien que ça provoque des regroupements. Et donc c'est une des libertés fondamentales, c'est la liberté d'association. L'algorithme peut influencer la manière dont on utilise notre liberté d'association. Une fois que vous avez choisi à qui vous suivez sur les réseaux sociaux, ça touche, ça dit comment l'information vous est présentée. Donc, effectivement, ça touche à la liberté d'information. Et derrière, en plus, il y a ce que vous n'avez pas demandé. C'est-à-dire qu'on vous présente des publicités. On ne sait pas ce qui se passe chez eux, mais en plus, on ne voit pas ce qui se passe à l'arrivée parce qu'ils nous ont individualisés. Dans tous les cas, ce qui n'est pas possible, c'est qu'on doit le savoir. Parce que donc, par ces algorithmes, par la manière qu'ils ont d'individualiser et de montrer que ça, éventuellement, ils vont ne jamais te montrer une information parce qu'ils pensent que ça ne t'intéresse pas ou simplement parce que c'est un effet imprévu de l'algorithme. Donc, ils ont un vrai pouvoir. C'est sans doute le plus important. C'est ça qui inquiète beaucoup de gens, de savoir, tiens, est-ce que dans une élection, si on cible une catégorie et qu'on lui présente un certain contenu qu'on n'a pas demandé à coup de publicité, est-ce qu'on peut influencer les processus électoraux? Et pas forcément dire voter pour quelqu'un, parce que c'est compliqué de convaincre quelqu'un de voter pour quelqu'un, mais simplement de dissuader éventuellement quelqu'un de voter. Est-ce que les algorithmes dans tout ça ne créent pas un risque qui est véritablement nouveau, qui est un risque d'enfermement dans des bulles cognitives qui les coupent du reste du monde, quoi? Il y a un risque, il est réel. Oui, un algorithme peut aller trop loin et peut faire des horreurs. Mais à la fois, c'est pas nouveau. Une rédaction, c'est un algorithme. Comment peut-on échapper aux algorithmes? On a créé un droit un peu exorbitant où on fait reculer le secret des affaires, dans lequel on va permettre à tous les chercheurs accrédités de pouvoir faire une étude en disant ben voilà, moi je voudrais accéder aux données détaillées d'Instagram parce que le chercheur postule, on pense, et c'est une question qu'on se pose vraiment très concrètement, que l'usage immodéré d'Instagram peut augmenter les problèmes de troubles de l'alimentation, d'anorexie. Et donc, on va permettre aux chercheurs d'aller faire cette recherche, et si on le met en évidence, on sera en droit d'exiger d'Instagram en disant, mais maintenant, vous allez nous modifier l'algorithme pour que ça s'arrête. Et c'est au cœur de ce règlement européen, de cette loi européenne,
qui vise à le dire, encore une fois, en disant on ne leur enlève pas ce pouvoir, parce que ça fait partie de leur liberté entrepreneuriale et de leur succès aussi, parfois. Mais on met un énorme projecteur dessus pour être sûr qu'on sait qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils veulent nous aider à prendre conscience de la transition écologique ou est-ce qu'ils sont en train de faire le contraire, et quel est l'effet qu'ils ont mais qu'ils n'ont pas voulu. Est-ce qu'on est un dommage collatéral de ce qu'on va appeler un biais algorithmique? Et donc là, c'est un énorme enjeu. Et donc la réponse qui a été apportée aujourd'hui, qui commence à se mettre en œuvre, c'est de dire on mise tout sur la recherche, parce que la recherche, elle est dans toutes les universités de France, de Navarre et tous les pays d'Europe, et même au-delà, pour permettre aux chercheurs d'aller vraiment observer ces algorithmes. Parce qu'un grand pouvoir, les réseaux sociaux ont un grand pouvoir, appelle une grande responsabilité. Et la première règle de responsabilité, c'est d'être exposé au public. Quand je suis sur les réseaux, je ne sais pas trop tout ce qui m'arrive, je ne sais pas vraiment d'où ça vient et pourquoi ça vient. Et cette transparence-là, moi déjà, à titre perso, je ne l'ai pas en fait. Choisissez ce que vous voulez voir. Quelle que soit la plateforme numérique, hein, que ça soit, vous êtes sur une plateforme de vidéo à la demande, choisissez celle qui vous plaît, vous êtes sur un réseau social, on vous propose toujours le contenu d'après. Ayez le réflexe de dire non, je ne veux pas prendre celui qu'on me propose, et utilisez la barre de recherche en disant mais moi je veux voir telle chose. Et soyez actif dans votre recherche. Et donc vous pouvez essayer par exemple sur un Facebook ou un Instagram, quand vous voyez une publicité, vous pouvez faire un clic droit, et en général vous avez un menu et qui vous répond à cette question et qui vous donne les principes de base, qui va vous dire vous avez telle pub parce que vous aviez dit que vous étiez intéressé par tel sujet ou vous avez fait un like sur telle chose, qui commence à vous répondre. C'est imparfait, mais c'est ça qu'on demande petit à petit. Et on le complémente avec des choses beaucoup plus sophistiquées où le but, c'est de permettre. Nous, notre rêve, c'est que demain, qu'il y ait une nouvelle famille de journalistes qui soit apparue et qui soit capable justement de nous aider à décrypter ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et dans les recherches de solutions, par contre, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'éducation quand même. Il y a un grand besoin d'accompagner la transition numérique de la société civile. Les 3 grandes associations de parents d'élèves se lancent justement en disant mais qu'est-ce que ça veut dire d'être une association de parents d'élèves, qu'est-ce qu'elle devrait faire de plus dans ce monde numérique? Qu'est-ce qui est stratégique dans le fonctionnement de nos sociétés? Moi, je pense que c'est stratégique les journalistes. Et en fait, les journalistes, ils ne peuvent plus exercer leur métier sans s'exposer sur les réseaux sociaux. Et ils sont victimes en retour de haine. Et donc, on pense qu'il faut créer ce qu'on appelle un signaleur de confiance, qui est un acteur, qui est un peu un service d'urgence pour protéger les journalistes qui sont agressés dans l'espace numérique. C'est les élus. Ils se font lyncher. Vous voyez, il y a une conflictualité de la société qui augmente. Si on n'arrive pas à la maîtriser, et là aussi à créer un signal de confiance, un service d'urgence pour les protéger quand ils sont victimes de harcèlement. Le 3e groupe, je pense que c'est les gens qui sont engagés dans la société civile, les militants de toutes les associations. Donc quand même, on a affaire à quelque chose de particulier, quoi. On peut dire il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Là, ça me paraît très nouveau quand même. On manque de transparence et je ne vois pas comment on n'évite pas un peu de régulation dans tout ça. Et donc, c'est le règlement sur les services numériques qui a été voté en 2022. Et ce règlement dit, quand vous êtes une très grande plateforme comme Google, c'est-à-dire et on a fixé un seuil en disant, si vous avez plus de 45 millions d'usagers en Europe, on considère que vous êtes tellement important avec les algorithmes que vous avez, que vous êtes susceptible d'induire des risques systémiques dans le fonctionnement de nos sociétés. Donc Google, le moteur de recherche, a été désigné comme ça très grande plateforme en ligne parce qu'ils ont bien plus de 45 millions d'usagers. Donc c'est le cas de Google Search, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat et encore une dizaine d'autres. Et du coup, on exige d'eux une transparence, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant une obligation légale de dire comment fonctionne l'algorithme. Et si on met en évidence qu'ils nous ont caché des choses, alors là, ça déclenche des grosses amendes. On leur laisse encore une fois la liberté, mais on ne leur laisse pas la liberté de nous mentir. Et plus important, ils ont l'obligation maintenant d'évaluer eux-mêmes en disant mais quels risques systémiques ils induisent dans le fonctionnement de nos sociétés. Ils ont l'obligation de revenir avec un programme de réduction des risques, de le soumettre à un audit, avec un auditeur, au sens classique du terme, comme dans toutes les entreprises, et derrière de se soumettre à des évaluations. C'est un processus qui vient de démarrer. Les premières évaluations de risques ont été publiées il y a 15 jours.
Et donc tout le monde est en train de lire tous ces documents et de voir ce qu'on en pense. Et tous les ans, on va répéter ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur passe le costume, il n'est pas très serré, et chaque année, on va resserrer un petit peu pour obtenir justement le niveau d'assurance pour répondre à l'inquiétude. Et ça, on arrive à le faire uniquement parce qu'on est à l'échelle de l'Union européenne. Parce que pour affronter Google, et Google, c'est 10 000 ingénieurs, la France seule, on ne peut pas. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on fasse, comme, je ne sais pas moi, France Inter ou je ne sais pas qui, une espèce de réseau social public? On a des réseaux sociaux en France. Alors, demandez à vos jeunes, il y en a qui doivent utiliser BeReal. BeReal, c'est français. Donc, il y a un autre texte européen, je le mentionne juste, qui est le règlement sur les marchés numériques, cette fois-ci, qui vise à empêcher que les gagnants du jour soient les gagnants de toujours et qu'on puisse avoir des nouveaux services qui apparaissent, et notamment des services européens. Il y a des manipulateurs extérieurs qui ont des moyens croissants. Donc, les mesures que vous avez choisies sont extrêmement importantes et pour autant, elles vont être perforées par un certain nombre d'attaques. Qu'est-ce qui doit être fait pour avoir un coup d'avance et pas un coup de retard? La France est le pays le plus en pointe en Europe avec la Suède. La Suède, ils ont créé il y a quelques années une agence de la résilience psychologique, parce qu'ils étaient quand même assez frontal avec les Russes et ils sentaient bien que les Russes étaient en train de tenter de déstabiliser la société. La France a créé une agence qui s'appelle Viginium, de vigilance numérique, qui est la petite sœur de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est sous l'autorité du secrétariat général de la Défense nationale et qui essaye de détecter en permanence, savoir est-ce que quelqu'un essaie de nous faire prendre des vessies pour des lanternes et c'est une ingérence étrangère. Ça donne des premiers résultats très tangibles. Et donc il y a tout un travail pour savoir comment on se défend contre ça et qui passe par le fait qu'il y a un service de l'État qui est en train de se créer et qu'au même moment, on essaye de renforcer la capacité des médias à le faire. Et donc c'est toujours une histoire de pluralisme. Et donc c'est tout le travail pour soutenir les vérificateurs de faits qui fait que derrière, si on découvre quelque chose, on aura plusieurs personnes qui vont l'analyser de manière indépendante et qui vont du coup être capables de créer la confiance. Notre tentative de l'ère, qui se fonde sur la capacité des personnes à poser ce qu'ils vivent, à chercher des solutions ensemble, est-ce que les réseaux sociaux sont par nature compatibles ou incompatibles avec ce type de tentative? Oui, on est convaincu que la réponse aux ingénieurs du chaos, c'est d'utiliser les forces de la démocratie. Les forces de la démocratie, c'est la société civile, c'est l'engagement des citoyens et qu'il faut simplement l'encourager pour rattraper le petit retard qu'on a pris et s'approprier cet espace numérique pour en faire un espace de démocratie numérique et pas simplement un espace d'ensauvagement par les ingénieurs du chaos. Moi, je pense que le moment est venu, effectivement, où il faut encourager la société civile à s'approprier cet espace numérique. Et donc, typiquement, il y a un enjeu de convaincre tout le monde du sport de s'approprier, de jouer un rôle actif, parce que le sport est porteur de valeurs si on est proactif dessus, ou il est porteur d'antivaleurs si on laisse le hooliganisme. Il faut croire dans le pouvoir des usagers. Ils doivent avoir un regard critique sur leur propre consommation. Il faut retrouver un certain sens du temps. Pour l'illustrer, je citerai une phrase qui est assez ancienne, qui est de Raymond Aron. Il disait quand je vois mes collègues, quand il y a une information qui arrive, il dit c'est important, dépêchons-nous d'en parler. Et moi, j'ai toujours envie de leur dire, si c'est très important, prenons le temps d'y réfléchir.